Bonjour à tous, je suis Mathilde Bourré, l'animatrice du site Ramsar des vallées de la Scarpe et de l'Escaut, et je vous souhaite la bienvenue pour ce webinaire sur la gestion des cours d'eau. Donc, ce webinaire, juste pour resituer le contexte, il se fait dans le cadre du label Ramsar. La France a ratifié la convention en 1986 et aujourd'hui, il y a 55 sites labellisés, dont les vallées de la Scarpe et de l'Escaut, qui le sont depuis 2020. Juste pour préciser, le label Ramsar en tant que tel, lui, n'a pas de portée réglementaire. C'est un engagement de maintenir, voire restaurer les caractéristiques écologiques des sites labellisés. Donc là, c'est le périmètre du site concerné, donc qui comprend 50 communes, soit 27 622 hectares. Et dans ce site, il y a 75 km de fleuves et cours et rivières, à peu près 300 km de cours d'eau et 800 km de fossés. Donc on voit que vraiment les réseaux ont une place importante dans ce site. Il y a un plan de gestion du site qui a été rédigé en concertation sur le territoire et trois grands objectifs stratégiques en sont ressortis. C'est connaître, faire connaître, aimer, faire aimer le site Ramsar et mobiliser, préserver, restaurer des milieux humides et fonctionnels et concilier les usages, aménager le territoire en faveur des milieux humides. Pour répondre à ces trois grands objectifs, 12 objectifs opérationnels ont été fléchés, dont un qui est d'accompagner les communes dans la concrétisation de leurs projets de préservation des zones humides. Et c'est pour ça qu'il y a des actions d'information, de sensibilisation, dont le webinaire qui a lieu aujourd'hui. Ce sujet avait été proposé lors du comité de suivi du site Ramsar. Par la suite, si vous avez des idées d'autres sujets, il ne faut pas hésiter à m'en faire part. Je vais laisser la parole maintenant à David Turla de l'OFB et Céline Voliki de la DDTM pour parler des enjeux des cours d'eau et de voir si les bonnes pratiques pour une gestion durable des fossés ou cours d'eau. Donc, je laisse la parole à David. Voilà, Ok, merci. ça marche. Bonjour à tous. Dans la présentation, on pensait démarrer par quelques généralités sur les enjeux de la préservation des cours d'eau, ce qu'est un cours d'eau, comment ça fonctionne, ce qui est important de regarder, ce qui est important de préserver dans l'existence d'un cours d'eau, et un peu aussi voir, aborder très rapidement l'utilité des cours d'eau dans un peu nos activités quotidiennes. Voilà, on peut enchaîner. Voilà. Déjà, un cours d'eau, quelques notions un peu de base, hein. Donc bon, c'est pas un cours d'eau du PNR Scarpesco, hein, voilà. On le voit, le bison de Marchienne, ça n'existe pas encore comme espèce. Voilà, mais c'est un peu, voilà, un cours d'eau naturel, en gros, ça ressemble à ça. Donc on voit quelques notions un peu de base. Un cours d'eau, c'est d'abord un limineur, là où en fait le cours d'eau va couler la plupart du temps. Il y a également un limageur qu'on appelle aussi plaine alluviale, où le cours d'eau va, en période de crue, pouvoir déborder, s'étaler. Voilà, donc un peu ces deux notions un peu de base, le limineur et le limageur. On peut enchaîner. Donc, un cours d'eau naturel ou peu entreplisé, qu'est-ce que c'est? Donc déjà, un cours d'eau naturel, il va pas être rectiligne. Donc ça aussi, c'est des choses qu'on va pas forcément rencontrer de manière extrêmement fréquente dans le département. Mais en tout cas, voilà, un cours d'eau qui va être naturel, il va avoir tendance soit à former de vrais méandres, soit à minima d'avoir une certaine sinuosité. Voilà, on peut enchaîner. Un cours d'eau naturel, c'est aussi un cours d'eau qui déborde. Ça, c'est des choses que je rappelle assez souvent. Alors, effectivement, un cours d'eau qui déborde, ça peut poser un certain nombre de difficultés. On en est tous très conscients. Néanmoins, il faut avoir en tête qu'un cours d'eau en période de crue, c'est pas anormal qu'il déborde. Et du coup, chercher à
éviter à tout prix qu'un cours d'eau déborde, déjà, c'est parfois un effort qui peut être un peu vain, mais également, ça peut avoir des répercussions sur d'autres facteurs écologiques. Et en tout cas, voilà, il faut pas, il faut le garder dans un coin de la tête qu'un cours d'eau qui déborde, finalement, c'est quelque chose de normal et de naturel. On peut enchaîner. Un cours d'eau naturel, ben, c'est un cours d'eau qui, la plupart du temps, est bordé par de la végétation arbustive, hein, qu'on va appeler ripisylve, qui va être fournie et qui va être variée. C'est également des berges qui ne sont pas protégées. Ça, c'est important aussi pour l'équilibre du cours d'eau, puisque un cours d'eau, c'est un système qui est dynamique, qui va éroder, qui va transporter et qui va redéposer du sédiment. Et finalement, ce sédiment que le cours d'eau ne va plus arracher sur les berges parce que les berges sont protégées, ben, il faudra bien qu'il les arrache quelque part. Et donc, la plupart du temps, il va les arracher sur le fond du cours d'eau. Et ça peut créer des déséquilibres, des cours d'eau qui vont s'inciser et qui vont pouvoir potentiellement mettre en péril certaines infrastructures civiles. Et donc ça, c'est des choses qu'il faut bien prendre en compte, quand on fait ce type d'aménagement. Pas que ces aménagements sont interdits, hein, on le verra après par la suite, sur la partie réglementaire. Mais en tout cas, essayer de ne pas avoir des aménagements qui soient, globaux, systématiques et essayer de mettre ça en place sur les endroits où c'est pertinent et sur lequel il y a des vrais risques pour les biens et les personnes. On peut enchaîner. Voilà. Donc, un cours d'eau naturel, c'est également un cours d'eau sur lequel il y a des habitats variés. Donc, ce qu'on appelle les habitats écologiques, c'est finalement les endroits où la faune va trouver des circonstances, ou en tout cas des, des caractéristiques compatibles avec leurs exigences de vie. Donc, dans un cours d'eau, on peut en avoir de toutes sortes. Donc, ça peut être du chevelu racinaire, ça peut être des zones de sous-berge, ça peut être des séries de blocs, ça peut être parfois juste de la végétation surplombante, qui pour certains poissons est suffisant pour trouver des zones de repos. Ça peut être la végétation aquatique, et puis ça peut être également certains embâcles. Donc, en fait, sur un cours d'eau sur un cours d'eau naturel, on va retrouver l'ensemble de ces habitats. Et finalement, avec l'ensemble de ces habitats, ça va permettre finalement donc de retrouver des conditions favorables pour une multitude d'espèces. Et cette multitude, et donc plus on a d'habitats, plus on a des espèces différentes, plus on a un nombre d'espèces importantes, et donc plus on a une biodiversité intéressante. Ça ne veut pas dire que sur des cours d'eau anthropisés ou dégradés, on ne va pas avoir de vie du tout. Et finalement, on va perdre un certain nombre de ces habitats, mais on va quand même en retrouver dans un cours d'eau qui a été anthropisé. On va fréquemment trouver quand même de la végétation aquatique ou au moins des herbes surplombantes. Bah, ça peut être suffisant pour un certain nombre d'espèces. Alors, on va pas retrouver l'intégralité des espèces qu'on pourrait retrouver dans ces cours d'eau, mais on peut néanmoins trouver des espèces intéressantes. On peut passer. Hop. Un cours d'eau naturel, c'est aussi un cours d'eau sur lesquels sont préservées les continuités écologiques. Donc, finalement, si on a, alors on parle beaucoup de la continuité longitudinale, donc ce sont les seuils, ce sont les grands ou les petits barrages qui vont être mis en travers du cours d'eau, qui vont avoir pour effet de segmenter ce cours d'eau et donc finalement de réduire les espaces de vie des espèces qui vivent là. Donc c'est important de limiter au maximum ces obstacles à la continuité écologique, mais c'est également la continuité latérale. On a quand même des espèces patrimoniales chez nous, comme par exemple le brochet, qui habituellement va se reproduire dans le lit majeur, dont on a évoqué, dont on a donné la définition en début de présentation. Et donc, bah, finalement, si vous avez des obstacles qui empêchent le brochet d'accéder à ces zones de reproduction, et bien finalement, vous allez avoir des soucis pour préserver l'espèce sur ces milieux-là. Voilà, on peut enchaîner.
Bien sûr, en fait, un cours d'eau naturel, c'est un cours d'eau dont la qualité de l'eau est une bonne qualité d'eau, hein. Donc, effectivement, un cours d'eau qui va être fréquemment soumis à des pollutions ne pourra pas remplir toutes les fonctions écologiques qui sont les siennes. Et donc, c'est important de préserver la qualité de l'eau dans un cours d'eau. Ça, c'est pas une surprise, je pense. On peut enchaîner. Alors c'est effectivement un cours d'eau, donc là ça fait le lien avec ce que je disais précédemment sur la diversité des habitats. Eh ben, si on a une diversité d'habitats, on va avoir une faune riche et diversifiée. Ça concerne bien sûr les poissons, mais c'est aussi le cas pour la faune invertébrée. Et puis c'est également le cas aussi pour les espèces qui sont autour, comme les mammifères. Donc là c'est une loutre, mais on peut aussi parler du castor, hein, qui est arrivé sur le territoire du parc de manière certaine l'année dernière. Et donc voilà. Un milieu en bonne santé, c'est un milieu qui est diversifié. On peut enchaîner. Ça, c'est un schéma peut-être un peu compliqué où il y a beaucoup de choses. Chose essentielle à retenir, c'est qu'un cours d'eau, on n'est pas sur quelque chose d'isolé. Le cours d'eau, c'est à la fois le réceptacle de tout ce qui se passe sur son bassin versant. Donc un bassin versant, c'est en fait, si là vous avez un schéma de bassin versant, ça en gros, c'est la moindre goutte d'eau qui va tomber sur ce bassin va finir à un moment ou à un autre dans la rivière. Donc, si on donne une définition un peu simple d'un bassin versant, on peut donner celle-là. Et donc finalement, le cours d'eau va être le réceptacle de tout ce qui se passe. Donc en fait, quand on pense bonne gestion d'un cours d'eau, ça ne peut se faire sans penser bonne gestion de l'ensemble du bassin versant. Parce que finalement, si le cours d'eau est plein de qualité, mais que si au niveau du bassin versant, on a de grosses perturbations, bah, finalement, ça va être problématique. Et ça, c'est valable en termes de qualité d'eau. C'est valable également en termes d'inondation. C'est-à-dire, si la goutte d'eau qui va tomber sur votre bassin versant, elle va mettre quelques minutes ou quelques heures à arriver dans le cours d'eau, là où sur d'autres bassins versants, elle va mettre plusieurs heures ou plusieurs jours à arriver dans le cours d'eau, on comprend bien que l'impact sur les inondations, il va pas être du tout le même. Donc notamment, si je prenais qu'un exemple sur la bonne gestion d'un bassin versant, ce serait celle-là, ça serait celle des inondations, où en fait finalement un raisonnement uniquement sur le cours d'eau, finalement on perd une grosse partie des leviers d'action si on n'agit pas en parallèle sur le bassin versant. Donc ça, c'est ce qui se passe en surface. Et puis après, il y a tout ce qui se passe en souterrain. C'est-à-dire que le cours d'eau, c'est à la fois le réceptacle de tout ce qui se passe sur le bassin versant, mais c'est également, on le voit, hein, c'est marqué dimension verticale sur le schéma, c'est également la principale voie d'entrée vers les nappes. Et donc finalement, tout ce qui se passe sur le bassin versant, le cours d'eau va être le réceptacle, et en même temps, il va être l'acteur d'un transfert privilégié vers les nappes souterraines. Et donc, avec tous les enjeux de qualité de l'eau des nappes, mais également de quantité. Donc, il y a tous ces aspects qui sont importants. Voilà, je pense que sur cette partie-là, j'avais terminé. Et après, c'est pour Céline. Ouais, c'est ça. Merci. Ouais, c'est moi. Je sais pas, Mathilde, si tu veux reprendre la main ou si j'enchaîne. Non, merci David, c'est bon, Céline, je te passe la parole. Je recoupe mon. Ouais. Je peux le remettre en mode plein écran, ce sera plus simple pour les passer, si c'est possible. Donc, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, Céline Voliki, chargée de mission gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, donc GEMAPI, au sein de la direction départementale des territoires et de la mer du Nord. Donc, je vais vous faire un petit cadrage réglementaire en essayant aussi de parler des enjeux et de l'intérêt des cours d'eau, donc, ce que David a bien présenté. On a déjà quelque chose d'important à connaître, c'est la différence entre un cours d'eau et un fossé.
on est au niveau de la Scarpe sur une plaine, quelque chose qui est assez, un territoire qui est plat, donc on a des difficultés quelquefois à reconnaître un cours d'eau d'un fossé. Le cours d'eau, il se caractérise par 3 critères, un écoulement d'eau dans un milieu naturel à l'origine, une alimentation par une source et un débit suffisant la majeure partie de l'année. Il y a aussi des critères complémentaires, mais voilà, les 3 principaux sont ceux-là. Le fossé, bah, c'est tout le reste, tout ce qui n'est pas cours d'eau. On a dans le département du Nord, une cartographie départementale des voies d'eau, donc on actualise, sur laquelle vous pouvez avoir des cours d'eau, des fossés et des voies d'eau à statut indéterminé. Donc, c'est des voies d'eau sur lesquelles on n'a pas encore statué, on doit expertiser, que ce soit en regardant les anciennes cartes, que ce soit en faisant des expertises terrain. Donc, je vous ai mis le QR code pour avoir l'accès direct. Si vous avez une question, il faut tout de suite regarder cette cartographie pour savoir ce qui est cours d'eau, ce qui est fossé ou ce qui est indéterminé. C'est bon. Donc, comme je vous l'indiquais, alors que ce soit au niveau de la plaine de Lascar, mais plus généralement dans le département, on est sur des cours d'eau qui ont été remaniés, aménagés, effectivement pour s'en servir. On était vraiment sur quelque chose de requalifié. Donc, on les a déplacés, canalisés, plaqués, rectifiés. Donc, on a une distinction entre le fossé et le cours d'eau qui n'est pas évidente, d'où l'intérêt de se référencer à la carte. On a quelquefois des cours d'eau qui sont tellement rectifiés qui n'ont plus le principe d'un cours d'eau naturel, donc les méandres, le fait de pouvoir déposer, divaguer, voilà, et aussi travailler avec l'imaginaire. Donc, cette modification de morphologie a conduit, de ce fait-là, à des cours d'eau non naturels, avec un surdimensionnement du lit mineur, une dénaturation du substrat du fond du lit, quelque chose de plutôt vaseux des petits cailloux, du gravier, et une réduction de la longueur du cours d'eau. L'intérêt aussi de reméandrer pour éviter que voilà, le cours d'eau, la course de l'eau soit la plus rapide possible, elle aille d'un point A à un point B plus vite que s'il y a des méandres. Donc, comme David l'a indiqué, on est sur des milieux hétérogènes, dynamiques, mobiles dans l'espace et dans le temps. Donc, le bon fonctionnement du cours d'eau est la base de services rendus par les écosystèmes, notamment la régulation des inondations, le gain en biodiversité. Donc là, je vais vous présenter les droits et devoirs, les obligations du propriétaire riverain. Quand vous êtes propriétaire d'un terrain sur lequel il y a un cours d'eau ou même un fossé, vous êtes responsable de son entretien. Donc, la plupart du temps, le cours d'eau fait frontière entre 2 parcelles. Donc, si votre parcelle contient une berge de cours d'eau, comme on peut voir sur le croquis, vous êtes responsable de la berge jusqu'au milieu du lit. Donc, vous êtes responsable de l'entretien courant. L'entretien courant, l'entretien régulier, c'est pour maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre et permettre l'écoulement naturel des eaux. Donc, cet entretien régulier n'est pas soumis à procédure loi sur l'eau. On en parlera un peu plus loin. Il y a certains aménagements qui sont soumis à procédure. L'entretien régulier ne l'est pas. Mais qu'est-ce que l'entretien régulier? On va voir dans la diapo suivante. Ah non, après. Mais je vais revenir sur le fossé quand même. Non, mais tu peux revenir sur le fossé. Le fossé, tout à l'heure, on parlait des cours d'eau et des fossés. C'est la même façon. Vous êtes aussi responsable de l'entretien du fossé. Sauf que sur cet entretien-là, sur les fossés, vous n'êtes pas, quel que soit l'aménagement que vous réalisez, si vous voulez réaliser des aménagements, vous n'êtes pas soumis à la procédure loi sur l'eau. Elle ne s'applique que sur les cours d'eau. Mais il n'empêche que vous êtes quand même responsable de laisser le libre écoulement des eaux dans les fossés, parce que vous pouvez être, j'ai cité l'article du Code civil, mis en cause si vous faites obstacle à l'écoulement en bouchant un fossé, en déviant un fossé. Et donc là, on va vraiment partir sur l'entretien courant. Donc l'entretien courant d'un cours d'eau,
c'est de permettre le libre écoulement des eaux, de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre et de contribuer à son bon état écologique, ou son bon potentiel écologique. Donc ça consiste en quoi? Bah, c'est juste la suppression des déchets, des embâcles, pour permettre l'écoulement, la gestion raisonnée de la végétation, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une coupe à blanc, hein, quelque chose quand même comme David l'a dit, une répiscive arborée, enfin voilà, de plusieurs strates sur le cours d'eau. Donc voilà, c'est juste une gestion raisonnée de la végétation pour éviter justement les arbres qui tombent et qui créent des embâcles. Et donc voilà, ça se limite à cet entretien-là. Il faut aussi que vous puissiez avoir accès à ce cours d'eau, donc éviter de mettre des clôtures trop proche du cours d'eau, parce que de ce fait-là, on ne peut plus intervenir. Et on va voir que vous n'êtes pas les seuls acteurs qui peuvent intervenir sur les cours d'eau. Dans la diapo suivante, Mathilde. Donc, effectivement, tout à l'heure, je présentais mon poste, donc c'est chargé de mission GEMAPI. Donc la GEMAPI, c'est une compétence qui est, on en a déjà parlé dans notre diaporama, enfin dans notre webinaire, mais c'est une compétence qui comporte 4 missions, et cette compétence, elle est au sein des EPCI. Les EPCI ont pu transférer, déléguer cette compétence à des syndicats qui sont sur le territoire. Dans le cas de la plaine de l'Ascarpe, il y a le SMAPI, je vois que M. Cocheberard est là. Donc, c'est ces équipes qui exercent la compétence SMAPI sur une partie du territoire. Certaines collectivités ont aussi gardé la compétence, comme je vois qu'il y a la CCPC qui est présente aussi, ou la CAB, enfin la Louisiane, pardon. Euh, donc, dans le cadre de cette compétence, on peut voir dans la diapo suivante, le GEMAPien, donc que ce soit le PCI ou le syndicat de rivière, peut se substituer au propriétaire riverain. Pour se substituer, il lui faut des procédures réglementaires. Il peut se substituer en cas de carence du propriétaire riverain. Et là, dans ces cas-là, mettre en demeure le propriétaire riverain euh, d'intervenir et ensuite faire les travaux d'office et récupérer les fonds. Il peut aussi intervenir dans le cadre d'une déclaration d'intérêt général et d'un plan de gestion. Donc ça, c'est notamment ce qui a été fait par le SMAPI sur son territoire. Sous couvert d'une déclaration d'intérêt général, ils peuvent réaliser l'entretien. Et aussi, on peut intervenir en cas de danger grave et de caractère d'urgence. Là, c'est bien un article du Code de l'environnement qui le permet, mais il faut vraiment qu'il y ait un impact sur le bien et les personnes. Donc, la déclaration d'intérêt général, elle permet donc au maître d'ouvrage public d'intervenir sur des parcelles privées et elle est soumise à une procédure. Elle permet la dépense de fonds publics levés le plus souvent par la taxe GEMAPI sur des terrains privés, l'accès aux propriétés riveraines. Donc, c'est pour ça que je vous indiquais qu'il faut faire attention aussi à la façon de clôturer ou de bloquer l'accès au cours d'eau. Et elle permet aussi la participation financière des riverains aux travaux. Ce n'est pas forcément mis en œuvre, mais c'est toujours possible. C'est un préalable obligatoire avant toute intervention du maître d'ouvrage public sur une parcelle privée. C'est pour ça que quelquefois, ça prend un certain temps. Il faut monter les dossiers, il faut que la DDTM les instruise. Et en plus, derrière, c'est des programmes pluriannuels, pardon. Donc, ils sont souvent sur 10, 15 ans. Et effectivement, on parlait de gestion raisonnée, donc il y a des moments, le GEMAPien ne va pas intervenir parce qu'il n'y a pas de danger, il n'y a pas d'obligation d'intervenir si c'est juste pour gérer la végétation. S'il n'y a pas de problème d'embâcle, il y aura peut-être une intervention plus différée dans le temps ou non réalisée. On peut passer à la suite. Là, je vous ai remis rapidement, mais pas très lisible, mais la structuration des GEMAPiens sur une partie du département. Vous avez une carte qui est disponible sur le site de la préfecture. Donc, tout à l'heure, il y avait le QR code pour la cartographie. Vous avez aussi à peu près dans les mêmes rubriques, vous avez la cartographie des GEMAPiens. Vous pouvez en revoir. Et après, vous avez les contacts aussi. Je pense que c'est assez aisé de voir avec le SMAPI ou les collectivités pour savoir qui est responsable sur telle commune.
sur la suivante. Donc, on parlait d'opérations qui étaient soumises à procédure tout à l'heure. Donc, on a parlé de l'entretien courant qui n'est pas soumis à procédure, mais qui doit se faire de façon raisonnée. Et après, vous avez d'autres aménagements qui sont soumis à la loi sur l'eau. On a le curage, notamment. Donc, je ferai une petite diapo derrière. On a le recalibrage, pardon, le recalibrage des cours d'eau, c'est-à-dire travailler sur les berges, modifier le leader. On a aussi le remblai en lait majeur, qui peut être les busages, voilà, tout ce qui est pont, tout ce qui est franchissement. L'assèchement, le drainage, donc là on est sur la partie zone humide, souvent en lait majeur. Voilà, ça, c'est toutes des procédures qui sont soumises à la loi sur l'eau. En cas de doute, soit vous avez des contacts voilà, au parc qui peuvent vous renseigner, soit nous, on a une adresse bdtm-pe@nord.gouv.fr. Donc, c'est l'adresse générique de la police de l'eau sur laquelle vous pouvez poser vos questions. C'est force de répondre assez rapidement dans la mesure du possible, mais en tout cas, voilà, sinon, vous avez un contact qui peut être relayé. Je fais le lien avec les collègues. Et surtout, n'hésitez pas, parce que c'est pas quelque chose d'évident, c'est pas une thématique évidente, donc n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des questions d'ordre, dans le cadre d'aménagement de voies d'eau. Tu peux passer à la suivante. Je vais faire un petit zoom sur le curage, parce qu'on a eu des inondations importantes, plus dans le Pas-de-Calais et plus au nord de notre département, mais bon, on peut être quand même voilà, sollicité. Le curage, c'est pas la solution la plus, voilà, comment dire, elle est impactante voilà, elle n'apporte pas assez de solutions. En fait, on peut intervenir sur un curage si on remédie à un dysfonctionnement qui est vraiment localisé, sur lequel on a identifié le problème, mais derrière, ce n'est pas une solution qu'on peut faire sur tout un cours d'eau. Le but d'un cours d'eau, c'est de transporter lui-même ses sédiments. C'est une dynamique, c'est la dynamique du cours d'eau. Effectivement, sur des cours d'eau qui ont été rectifiés, rectilignes, et avec peu de pente, ça peut être un problème. Mais derrière, c'est pour ça que dans le cadre des différents plans de gestion de restauration, donc on n'est plus sur de l'entretien, on est sur de la restauration, les différents GEMAPiens essayent de redynamiser le cours d'eau, de revenir à quelque chose de naturel pour éviter de passer par ces phases de curage. On a comme conséquence sur un curage mal réalisé d'accélérer les écoulements. Effectivement, c'est rectiligne, ça va plus vite d'un point A à un point B. Et en plus, on enfonce le lit. Donc, on incise le lit, comme David pouvait le dire tout à l'heure, et on creuse ce lit et on déstabilise de ce fait-là les berges. Donc, c'est quelque chose de très impactant. Il y a aussi le problème des produits de curage qui sont considérés comme des déchets maintenant, quelques années. Et donc, on doit vérifier qu'ils sont non dangereux, inertes, et on ne peut pas en faire ce qu'on veut, on ne peut pas les mettre sur les terrains de façon habituelle, comme on pouvait faire au siècle dernier, on va dire, où justement on a créé, en faisant des curages mal réalisés, des bourrelets de curage. On curait le cours d'eau, on mettait sur les côtés. Et après, dès la première pluie, tout repart dans le cours d'eau. Voilà. Donc, il faut plutôt travailler sur la restauration du cours d'eau que sur le curage. Je peux passer au suivant. Donc, de ce fait-là, pour travailler sur la restauration des cours d'eau, on construit une stratégie à l'échelle du bassin versant. Déjà, ça serait déjà bien. Et on travaille sur de la restauration écologique pour lutter contre les inondations. Donc, on travaille sur la préservation du lit majeur pour justement permettre aux cours d'eau de divaguer. Vous avez sûrement déjà entendu dans le cadre du SAGE l'espace de bon fonctionnement des cours d'eau pour permettre le débordement latéral.
On travaille sur la restauration aussi des zones humides, la préservation, parce que ce sont des dépenses, donc c'est elles qui vont pouvoir, en période d'inondation, avoir cette possibilité de retenir les eaux et éviter qu'elles aillent dans les centres-villes. Et on travaille aussi sur le ruissellement. Donc, que ce soit en milieu urbain, donc on essaie de désimperméabiliser, parce que forcément l'imperméabilisation ne permet plus l'infiltration dans le sol, et aussi accélère les écoulements sur ces zones imperméabilisées. Et le dernier point, c'est le cours d'eau, comme on a vu au niveau de la dernière diapo de David, avec le bassin versant. C'est le réceptacle de toutes les eaux qui tombent sur ce bassin. Et en milieu rural, on essaye de travailler aussi pour limiter l'érosion, en travaillant sur des mesures agronomiques, sur des mises en place de haies, de faciles, des aménagements d'hydraulique douce. Et au niveau, alors là, je pense que vous êtes nombreux à être au sein de communes ou au sein de PCI, on travaille sur la planification. Effectivement, la première chose, c'est de penser son bassin versant, de ne pas construire là où on sait que ça va être une zone de rétention ou une zone de divagation du cours d'eau. Donc, on essaye de travailler avec le cours d'eau, donc partie prenante du bassin versant. Je peux passer à la suivante. Et donc, comment fait-on ça? Au niveau du cours d'eau, on travaille sur de la restauration. Donc, on peut travailler sur la diversification de berges, sur des berges en pente douce, sur de la remise de ciel à ciel ouvert de cours d'eau quand c'est possible. Il n'y a pas forcément d'utilité d'avoir un busage ou un pont, on peut les supprimer. L'arasement, le dérasement de seuil, c'est ce qu'on a vu sur la continuité latérale. La reconnexion d'annexes hydrauliques, donc là on est vraiment sur le travail en lit majeur. On essaie de récupérer les zones qui peuvent être propices au débordement. Du reméandrage pour limiter, alors soit accélérer l'écoulement en période de basse eau, c'est-à-dire on essaie de recréer de la vitesse sur des cours d'eau qui ont peu de pente, et en plus on donne le temps à l'eau de, de travailler dans le cours d'eau plutôt qu'elle est directement débordée. On travaille sur des banquettes végétalisées. Donc là, c'est pareil, on essaye de faire des lits emboîtés. On travaille sur quelque chose qui permet d'avoir un lit d'étiage en période de base eau et après de pouvoir aussi avoir une capacité lorsque le cours d'eau est en crue. Des aménagements piscicoles, soit des cages et des nids, et de la ripisylve, sur tout ce qui est le port de berge. Donc, sur la dernière diapo, je pense, je vais vous présenter les différents guides et fiches qui sont disponibles. Donc, le premier reprend un peu ce qu'on a dit sur l'entretien des cours d'eau, donc la partie responsabilité du propriétaire riverain. Donc, c'est disponible sur le site de la préfecture du Nord, des services de l'État dans le Nord. Donc, en étant sur le QR code, vous pouvez retomber dans une rubrique voisine sur ces guides et fiches. J'ai proposé aussi à Mathilde d'en mettre quelques exemplaires encore au sein du parc. Et puis après, sur demande, on peut aussi vous faire parvenir dans les communes, notamment si vous avez des actions sur cette thématique-là. Il y a des guides aussi qui sont un peu plus spécifiques sur les seuils et usages, la gestion des sédiments, les espèces exotiques envahissantes. Et voilà, la première clé d'entrée, c'est quand même le guide pratique à l'usage des propriétaires. Je vous remercie. Merci beaucoup, pardon, Céline. Alors, je n'ai pas précisé au début, mais si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans la conversation. Donc, je mettrai à disposition le diaporama avec le replay. Et donc, il y a une question, c'est comment modifier la cartographie de la DDTM? Alors, on travaille actuellement sur une actualisation de la cartographie. Donc, alors cette cartographie, elle a vocation à être appliquée par la police de l'eau. C'est vraiment sur la nomenclature loi sur l'eau. S'il y a des modifications, alors on est conscient que cette cartographie n'est elle est pas idéale parce qu'on a des tracés qui ne sont pas corrects par certains. Voilà, soit ça a été modifié entre-temps,
soit, voilà, cette cartographie est une cartographie qui a été faite avec plusieurs sources, plusieurs bases. Donc, s'il y a enfin, voilà, des modifications à faire, notamment de tracé, des demandes d'expertise, nous, on les récupère. On va mettre en place une fiche pour nous aider justement à faire enfin, vous allez faire une préanalyse en mettant justement voilà, les différents éléments qui nous permettront derrière d'avoir une réaction plus rapide sur ce type de demande. Si on a des expertises terrain, ben, nous, on travaille avec l'OFB, mais dans la mesure de leur temps alloué à cette thématique. Donc voilà, donc, tout ce qui peut être apporté comme élément de contexte, notamment les anciennes cartes, les cartes GN, les cartes des photos aériennes, ça c'est très intéressant. On travaille beaucoup avec le site Remonter le temps. Vous pouvez voir, comparer. C'est intéressant pour les cours d'eau, mais c'est intéressant aussi pour voir un petit peu le changement, les changements de terrain. Enfin voilà, voir un petit peu l'évolution des territoires. Voilà, c'est un site de l'IGN. Sinon, voilà, vous remontez les demandes. Alors, souvent, c'est auprès de la police de l'eau, donc l'adresse que j'ai citée tout à l'heure. Mais après, je peux aussi faire le lien avec eux. Il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Je vais laisser la parole à Bruno Lamé du parc qui va se présenter. Je remets le partage d'écran. Donc, bonjour, Bruno Lamé, technicien sur la mise en œuvre du sage Scarpaval au parc naturel régional Scarpesco. Et donc, je vais vous faire un focus sur justement cette thématique de la gestion des cours d'eau et le sage, le territoire du sage Scarpaval. Donc, le sage Scarpaval est un document de planification sur la gestion de l'eau, notamment des eaux de surface. Et donc, sur cette carte, on voit que donc, le site Ramsar s'insère plutôt bien dans le périmètre du PNR Scarpesco et que ce dernier épouse en grande partie les contours du sage de Scarpaval, qui est donc le bassin versant de la Scarpaval. Et donc, ce document de planification, qui est le schéma d'aménagement et de gestion des eaux de la Scarpaval, il prévoit, alors c'est vraiment une thématique qui est plus pour les élus et pour l'urbanisme. Donc Mathilde, tu peux passer. Donc le sage de Scarpaval intègre une disposition de compatibilité qui indique que les documents d'urbanisme, donc les SCOT et les PLU et les PLUI, doivent être compatibles, ou en tout cas être dans un état de non-contradiction avec cette disposition de compatibilité numéro 30 qui indique, alors qui a pour objectif de préserver les milieux aquatiques et comment en préservant le réseau hydrographique complémentaire, donc c'est-à-dire les fossés et les petits cours d'eau. Et donc, ce que ça veut dire les préserver, ça veut dire que à la fois on doit les préserver, ne pas les reboucher pour conserver un patrimoine paysager, mais à la fois on ne peut pas non plus les surcreuser parce qu'on doit préserver des fonctionnalités hydrologiques, épuratrices et écologiques. C'est-à-dire qu'on doit préserver des milieux aquatiques qui sont associés à ce réseau complémentaire, donc on va dire le réseau plus fin, les fossés et les petits cours d'eau. Et à la fois, ces milieux aquatiques, on doit les préserver, et à la fois, on doit aussi permettre des activités agricoles. Donc, c'est un équilibre que l'on doit conserver, et cette disposition, c'est ce qu'elle implique. Voilà. Et donc, sur le territoire, donc tu peux passer, Mathilde, si vous ne savez pas à qui vous adresser, vous voulez avoir des conseils, donc le parc naturel régional Scarpesco porte l'animation de ce schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Donc, quand vous êtes dans le bassin versant de la Scarpaval, eh bien, le PNR, le parc naturel régional Scarpesco, a vocation à coordonner les acteurs de la gestion de l'eau sur ce bassin versant. Donc, vous pouvez nous contacter et donc je vous ai mis les coordonnées en dessous. Voilà. Et si vous avez des questions, eh bien, nous pouvons y répondre. Il y avait 2-3 diapos, je pense, Oui, Mathilde et David je avaient l'ai- inséré après la présentation. que j'ai vu, pardon, je les repasse.
Oui, juste un complément que j'avais ajouté, notamment par rapport à ce que Céline a présenté, où justement elle indiquait qu'aujourd'hui, vraiment, ce qui est préconisé, c'est de passer par des mesures de restauration. Qu'on se rend compte qu'en passant par des mesures de restauration des cours d'eau, mais aussi des zones humides, hein, de tas de milieux naturels, ça permet de répondre à certains besoins d'aménagement, que ce soit éviter des coulées de boue, que ce soit des inondations, enfin voilà, en tout cas un tas de systèmes. Et juste pour vous évoquer qu'il existe un programme ministériel qui porte les solutions fondées sur la nature. Tu peux passer cette diapo-là, ouais, c'est vrai que qui porte ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature, où en fait il existe un recueil d'un tas d'expériences partout en France, où des communes, des collectivités territoriales, sur la base de restauration environnementale, ont pu résoudre des problèmes, enfin en tout cas des difficultés sur leur territoire. Là j'ai pris l'exemple, voilà, là il y a un exemple s'agissant des inondations, mais on a également des mesures qui permettent de lutter contre le réchauffement climatique, les coulées de boue, j'en ai parlé. Enfin voilà, il y a vraiment tout un tas de domaines, il existe tout un tas de solutions basées sur la nature pour répondre à ces problèmes-là. Tu peux passer. Et dans ce document, je mettrai l'adresse. Enfin voilà, en tout cas dans ce document, il y a notamment voilà un petit guide pour les élus pour justement démarrer les choses et engager ce type de démarche. Je pourrais pas vous en dire forcément beaucoup plus parce que voilà, je suis pas spécialisé là-dessus. Je sais que ça existe, mais ça me semblait important de porter à votre connaissance ce type de dispositif. Voilà, merci. Et je pense que Sylvain veut intervenir pour parler notamment de son projet de solution fondée sur la nature. Mais je ne sais pas si tu peux prendre la parole. Merci. Sylvain, on va t'autoriser le micro. Voilà, normalement c'est bon, tu peux intervenir. On n'entend pas, je sais. Bon. Il est coupé, je pense. Hmm. Il est autorisé, mais il faut peut-être le rallumer aussi. Voilà. Est-ce que ça fonctionne? Sylvain, ton micro est bien ouvert? Oui, est-ce que vous m'entendez? Mais c'est bon, merci. Oui, c'est bon, très bien. Oui, effectivement, bonjour à tous. Donc Sylvain Coichber, chargé de mission milieu aquatique au SMAPI, le syndicat donc GEMAPI en fait sur la Scarpaval et le Baesco. Oui, je voulais réagir tout de suite en fait à l'intervention de Monsieur Turla sur les solutions fondées sur la nature, parce qu'on est pleinement engagé en fait sur le territoire là-dessus avec l'étude participative sur la SNEC du Planard à Mouchin, sur la commune de Mouchin, alors qui est un petit peu en dehors hein, de Ramsar et des territoires, mais qui montre bien un petit peu l'exemple, d'autant plus qu'on est sur des enjeux d'inondation et de biodiversité transfrontaliers en tout cas sur un bassin versant franco-belge. Donc nous, on travaille en fait avec plusieurs communes, Aix-en-Pével, Mouchin, Rumilly et la commune de Brunel en Belgique pour avancer en fait sur une conception de zones naturelles d'expansion de crues avec une toute nouvelle approche par rapport à ce qui se faisait avant et qui rejoint beaucoup en fait ce qui a été évoqué lors de ces deux présentations. Effectivement, avec une approche bassin versant, une approche transversale et en concertation également avec les habitants. Et d'ailleurs, on a une réunion lundi soir dans un estaminet belge, justement situé sur une des zones d'inondation, pour justement continuer en fait la concertation sur ce projet et notamment utiliser un jeu sérieux pour mettre voilà, en responsabilité un petit peu les habitants et puis les participants pour essayer de mieux faire intégrer en fait ces problématiques entre la biodiversité et les inondations
et ce qui permettrait peut-être de réaliser en fait un site pilote en fait sur ces actions-là. On est vraiment sur une transition, un moment peut-être de bascule entre les anciennes façons de faire des zones d'expansion de crues et une nouvelle approche. Et on va de toute façon faire un film un peu de promotion là-dessus, qu'on pourra faire part d'ailleurs aux différents acteurs. Je voulais aussi dire, par ailleurs, par rapport à la thématique, qu'on a réalisé la première restauration écologique de cours d'eau en fait en 2023 sur la fontaine d'Ertain, le courant de la fontaine d'Ertain à Wallers, qui est en cours d'évaluation cette année d'ailleurs. Et par la mise en place de banquettes, voilà, de banquettes à l'intérieur du limineur, en utilisant uniquement en fait les sédiments du lit actuel qui était voilà, du cours d'eau qui était assez sédimenté, ce qui nous a permis de faire une action en fait avec une plus-value écologique intéressante, mais sans avoir un impact environnemental trop fort non plus. Et c'est aussi une action qui pourra servir peut-être de référence, car notre secteur est très compliqué à restaurer au vu de la problématique du bassin versant, et très limité au niveau de la restauration également, par malheureusement le gros impact sur la qualité de l'eau, qui nous empêche en fait de faire des restaurations hydromorphologiques sur des eaux très polluées en fait. Donc l'idée c'est aussi d'avancer en fait avec tout le monde et d'essayer de travailler de manière transversale avec les différentes compétences pour avancer sur plusieurs sujets en même temps et pas uniquement intervenir sur le cours d'eau. Donc voilà, je voulais apporter ces différents aspects dans le cadre de ces présentations. Merci. On a une nouvelle question. Alors, c'est peut-on recréer un fossé qui a été rebouché? En soi, un fossé, oui. Alors après, il faudra voir la connexion aussi de ce fossé, parce que ce fossé va peut-être sûrement se rejeter, soit dans un autre fossé, donc c'est moins gênant, soit dans un cours d'eau. Donc, effectivement, si on doit créer un exutoire, ça peut être soumis à procédure sur l'eau. Il y a aussi l'impact des terres qui seront excavées pour créer ce fossé. Donc voilà, possibilité de le réaliser. Il y a un impact potentiel en zone humide, ça c'est à voir aussi. Voilà, mais ça dépend de la localisation, ça dépend du projet. Ça va être différent. Vraiment l'analyse du terrain aussi qui permet de statuer sur les procédures et sur la faisabilité du projet. Merci pour la réponse. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Vous pouvez les écrire dans la conversation. Bon, je pense qu'il n'y a plus de questions. Est-ce que quelqu'un veut encore intervenir? C'est bon. Alors, ce que je vous propose, c'est que on clôture ce webinaire. Donc, le replay sera envoyé avec le Diaporama et on vous mettra aussi les liens donc, des guides, des sites pour les cartographies, etc. Et si vous avez des questions, vous pouvez soit me contacter directement ou bien l'équipe du SAGE ou la DDTM. Je fournirai toutes les coordonnées également. Merci à vous et puis bonne journée. Au revoir. Bonne journée à tous, au revoir. Merci. Bonne journée à tous.